Chevening, c'est 150 pays, 160 pays. Ils prennent chaque année environ 1400, 1500 personnes. Au Niger, cette année, on est 6. D'autres pays, par exemple l'Inde, ils sont 50. Le Nigeria, 40. Et Kombuto, c'est combien de personnes? ça varie en fait en fonction des années. Ça varie en fonction surtout de la qualité des dossiers qu'ils reçoivent. Les gens, malheureusement, souvent, ils postulent, ils parlent pas anglais. Quand ils viennent à l'entretien, c'est en anglais. J'ai oublié de le préciser. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, malheureusement. Ils peuvent pas te prendre. Tu viens étudier en anglais. Tu dois parler anglais, en fait. Si tu Yeah. parles pas anglais, ça sera pas facile pour toi de suivre le cours. Bonsoir Yagana, bienvenue. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de te recevoir. Je reçois aujourd'hui Yagana, qui a été première de sa promo au bac. Et aujourd'hui, elle va partager avec nous son expérience, son parcours, pour que ça puisse vraiment inspirer d'autres jeunes filles, d'autres dames qui hésitent encore. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Et alors, bonsoir, l'ancien. Le plaisir est partagé, honnêtement. Super contente d'être là. Alors, moi, c'est Agana Boukarsanda. Je suis arlitoise. Je suis née et j'ai grandi à Arlit. Après, j'ai eu mon bac en 2019. J'étais la première du Niger, comme vous l'avez souligné. Et j'avais eu un bac C avec 17 mois. Après, j'étais partie au Maroc. J'ai fait 2 années de classe prépa. Et après, j'ai fait un cycle d'ingénieur. Je me suis orientée vers la mécatronique, qui est une filière assez polyvalente parce que je voulais faire beaucoup de choses en même temps. Donc, j'avais fini mon diplôme en 2024, je pense. C'était en 2024. Et j'avais décidé de rentrer au pays. J'ai enseigné au Britannique militaire de Niamey pendant 1 année. J'ai fait à côté quelques projets aussi. J'ai enseigné même à l'université de Maradi. Et après, j'ai eu la bourse Chevening. Je suis venue ici depuis septembre 2025. Je suis là, en Angleterre. J'étudie l'ingénierie humanitaire ici, à l'université de Warwick. C'est à Coventry. Donc, c'est un peu ça mon parcours, pratiquement. En tout cas, je suis enchantée d'être là. On va revenir sur beaucoup de points. Et j'avais déjà soulevé mécatronique. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi exactement. Si tu peux nous en dire un peu, c'est quoi exactement? Ça consiste à quoi? Alors, la mécatronique, comme je l'ai dit, c'est une filière assez polyvalente. On étudie vraiment beaucoup de sciences de l'ingénieur, notamment la mécanique, l'électronique embarquée, un peu d'informatique parce qu'on programme souvent nos cartes électroniques. Et il y a aussi le côté management, bien sûr. On a les langues. Donc, la mécatronique, généralement, les ingénieurs mécatroniques, où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent surtout dans le secteur automobile. Surtout, nous, notre filière, elle était beaucoup, un peu ciblée vers ce domaine, en fait. Même nos stages qu'on a fait, parce que tous nos TP, c'était démonter un moteur ou bien partir travailler sur une voiture. Donc, c'est un peu ça la mécatronique. C'est vraiment assez intéressant parce qu'on étudie beaucoup de choses et après, il y en a qui s'orientent un peu vers un domaine qui leur plaît plus. J'ai beaucoup d'amis actuellement. Il y en a qui travaillent dans le secteur de l'automobile. Il y en a qui sont dans les énergies renouvelables. Il y en a qui travaillent même en tant que manager parce que un ingénieur, c'est surtout un manager. Il y a beaucoup de possibilités de job après la mécatronique. Donc, il y a beaucoup d'ouverture à Donc, si vous êtes curieux et que vous voulez presque tout faire en même temps, c'est vraiment le domaine à faire. C'est assez intéressant. super intéressant. Est-ce que c'est un domaine je vais aller, c'est un domaine qui est considéré pour des femmes, euh, comme il y a des gens qui pensent qu'il y a des domaines qui sont réservés aux femmes ou bien aux hommes. Donc, honnêtement, hein, moi, je suis pas de ce genre de personne qui pense qu'il y a un domaine pour les femmes et il y a un autre domaine pour les hommes, honnêtement. Ça, c'est un stéréotype qu'on a depuis le lycée. Moi, quand j'étais en C, on nous disait tout le temps comment est-ce que j'arrive à comprendre les maths en tant que femme, alors qu'on a pratiquement le même cerveau. J'ai pas trop fait attention à ces stéréotypes. Et dans notre classe, on avait quelques femmes. C'est vrai, les hommes étaient plus nombreux dans notre classe, mais il y avait beaucoup de femmes. Au Maroc, même l'une des choses, c'est que il y a plus de femmes ingénieurs que d'hommes ingénieurs au Maroc. C'est vraiment juste une limitation que les gens se mettre. Sinon, il y a vraiment pas de problème à avoir. Il y a pas un métier pour les femmes, il y a pas un métier pour les hommes. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Et surtout, l'ingénierie, c'est vraiment un métier où on réfléchit. Et la réflexion n'est pas genrée. C'est pas par genre. Un genre n'est pas forcément mieux dans la réflexion qu'un autre genre. Donc, vraiment,
Je vois pas la différence. Ouais, tout à fait, en tout cas. Et en fait, tu avais parlé que après ton cycle d'ingénieur au Maroc, donc tu étais rentré au pays et tu avais travaillé, tu as même enseigné euh, au niveau de Prytanée et au niveau de l'université du Maradi. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que après ton cycle d'ingénieur, tu avais des opportunités et ce choix-là de rentrer au pays, est-ce que c'est un choix qui a été facile pour toi ou bien c'est un choix vraiment qui a été difficile? Honnêtement, je l'ai pas fait genre en dernière année. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être sur 2 ans, voire 3 ans. Donc depuis que j'étais en troisième année, quand j'ai choisi la mécatronique, j'avais fait quelques recherches. Il y avait un ancien qui a fait la mécatronique et j'ai vu il travaillait à la Nigélec, donc je me suis dit: «Ah, moi aussi je vais finir, je vais partir travailler à la Nigélec». Donc j'étais rentrée au Niger avec cet espoir-là de pouvoir Mmh. travailler à la Nigélec. Ça s'est pas fait malheureusement. Malheureusement et heureusement, on va dire, Heureusement. parce Mmh. que ça m'a ouais, ça m'a permis d'avoir d'autres opportunités et honnêtement, dès que j'ai fini mon stage PFE, le stage de fin d'études, c'était en je pense le 5 août. Le 17 août, j'étais déjà au Niger, en fait. Déjà, j'étais décidée. J'ai postulé à presque rien. Il y a beaucoup Mmh. d'opportunités quand on finit au Maroc. Il suffit juste de postuler, mais j'avais pas postulé, j'étais rentrée au Niger. Et à travers un ami, j'ai été recommandée au Britannique, donc j'avais commencé à enseigner là-bas et je m'étais plus ou moins plu là-bas. Et aussi, j'avais beaucoup de temps libre, donc je pouvais travailler sur d'autres projets à côté. Donc, le choix était honnêtement facile, je vais dire, parce que j'avais prévu ça en fait. J'avais vraiment prévu ça très tôt. Donc, Mmh. c'était plus ou moins évident pour moi vers la fin de mes études. OK, donc tu avais préparé en fait ton retour à bien avant de finir ton cycle? Depuis que j'étais genre en troisième année, vers les 2022-23 comme ça, j'avais fait un stage à Niamey, donc j'ai essayé un peu d'avoir des informations et de faire des connexions, parce qu'au Niger, ça compte un peu beaucoup les connexions. Et l'une des personnes que j'ai rencontrées pendant le stage là, c'est elle qui m'a recommandé pour le stage. Donc c'est très important d'avoir de bonnes connexions. Le networking, on fait beaucoup on fait pas beaucoup attention à ça, mais Mmh. ça compte, non, ça compte. Se faire valoir dans un environnement où les gens te recommandent sans même que tu dises ton nom ou bien que tu partes postuler. Par exemple, au Britannique, moi, j'ai pas postulé, on m'a recommandé plus souvent. Donc, c'est vraiment important. Et comment tu as aimé ton expérience au niveau de Prytanée? Je dirais pas aimé, comment tu as passé ton expérience? Est-ce que tu as aimé l'expérience au niveau de l'université de Maradi? L'enseignement en général, est-ce que c'était quelque chose que tu aimais ou bien, franchement, c'est quelque chose que tu as fait parce que tu n'avais pas d'autres opportunités à saisir? Honnêtement, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime bien. Je faisais ça même pendant, genre, mes études. À travers les trucs parascolaires, j'étais dans une association au Maroc et on a fait une session même où on est parti dans les écoles primaires, collèges, lycées, on a enseigné aux enfants à propos des SDG. SDG, c'est les Sustainable Development Goals. C'est genre les objectifs de développement durable. Donc, on est parti, on leur a enseigné un peu ce qu'est un citoyen responsable et on leur a appris quelques petites trucs de robotique. Et après, quand j'étais même partie je partais au Niger plutôt pendant les vacances. Je faisais les trucs de robotique avec les enfants, notamment avec même l'équipe nationale de robotique du Niger. Je faisais partie de leur mentor à un moment. Donc, à travers ça, honnêtement, j'avais déjà développé cet amour-là de partager le savoir. Donc, quand j'étais rentrée au Niger, quand on m'a proposé, j'ai dit: «Ah ouais, ça peut être intéressant». Je suis partie. Honnêtement, ça s'est révélé être très formateur, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aime bien l'entente avec les enfants. J'aime bien le fait que on était en train d'essayer d'éduquer plus ou moins une génération, de transmettre des valeurs, de transmettre de la connaissance. C'est vrai, on dit que l'enseignement au Niger, c'est pas tellement ça, mais honnêtement, ça va. Ça va, c'était bien. Même l'université de Maradi, ils étaient beaucoup ouverts, en fait. Ils étaient beaucoup ouverts, ils voulaient apprendre et on a besoin d'enseignants qui vont vraiment pas juste transmettre du savoir, mais aussi vraiment éduquer et essayer d'éveiller les consciences, quoi. Donc, c'était une Ouais. belle expérience. OK, super, super. Au niveau des Britanniques, c'était sur recommandation que tu avais eu la possibilité.
Est-ce Oui. qu'au niveau de Maradi aussi, c'est une recommandation ou bien ils ont pu détecter, que tu avais la capacité d'enseigner et ils t'ont approché ou bien comment est-ce que tu avais eu l'opportunité? Pour Maradi aussi, c'était une recommandation. C'était l'un des enseignants avec qui on enseignait au Britannique qui m'a recommandé parce qu'il avait enseigné là-bas une année et ils étaient en train de chercher des enseignants pour, une nouvelle filière qu'ils ont créée. C'était une filière, niveau DUT. Mmh. C'est MRA, c'est mécanique, automobile et réparation, je crois. Donc c'était plus ou moins une nouvelle filière et il n'avait pas d'enseignant et comme moi j'avais fait la mécatronique automobile, donc je m'étais présentée, j'ai postulé, on m'a retenue et j'étais partie là-bas, j'avais enseigné, c'était un module et après même on avait discuté avec, les enseignants de là-bas. Ils m'avaient parlé du fait que, en fait, honnêtement au Niger, on a besoin de beaucoup d'enseignants. Heureusement, beaucoup de gens ne veulent pas enseigner. Souvent, c'est les gens qui sont ingénieurs ou bien qui ont une maîtrise qui veulent pas forcément enseigner. Donc, ils me disaient un peu le déficit là qu'ils ont en enseignant, qui les travaille un peu parce qu'ils n'arrivent pas à continuer le programme souvent, malheureusement, par faute d'enseignants. Donc, c'était un peu comme ça que ça s'était passé. Donc, honnêtement, au Niger, l'enseignement, ça va. On arrive plus ou moins à s'en sortir. Pour rebondir sur un point que tu viens d'évoquer, il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail et en même temps, il y a un déficit d'enseignement. Pourquoi, selon toi, est-ce que les gens, ne prennent pas l'enseignement au sérieux pour pouvoir pallier, par exemple, au manque de travail qu'il y a? Parce qu'il y a un manque de travail et en même temps, tu évoques qu'il y a un déficit d'enseignants. Pourquoi est-ce que les ingénieurs ou bien les gens qui sortent de l'école n'embrassent pas l'enseignement, selon toi? Selon moi, c'est plus lié à notre mentalité, je dirais. Honnêtement, les gens perçoivent le métier d'enseignant comme un métier où, je sais pas, tu n'es pas bien payé, on te paie pas à temps et aussi c'est un métier que tu fais quand tu n'as pas le choix. Honnêtement, c'est comme ça qu'ils voient l'enseignement et moi-même quand j'étais au Britannique, il y avait des rumeurs qui pourraient non, j'étais pas la seule ingénieure, on était 3 ou 4 je crois et il y avait des rumeurs: «Non, on a un diplôme d'ingénieur, mais on est là en train d'enseigner des enfants, qui nous manquent souvent de respect», alors que vraiment c'est pas ça en fait. Les péripéties de l'enseignant, c'est assez intéressant honnêtement. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est vrai, mais c'est un métier qu'on devrait considérer. On devrait surtout changer la mentalité par rapport à ça, que c'est pas un métier alors que c'est vraiment un métier noble. C'est pas un métier rentable. Souvent, les gens, ils disent: «On n'a pas la patience d'enseigner», alors que honnêtement, si on n'enseigne pas, qui va enseigner la future génération, en fait? Surtout que l'éducation, c'est grave important. Souvent, tu vois, les gens, ils disent que ah, les élèves, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. C'est normal, Eh bien, l'enseignant n'a pas le niveau, c'est normal. donc, en réalité, la problématique, elle est là. C'est pas simplement au niveau de l'État le problème, mais le problème aussi, il se trouve au niveau de nous, la jeunesse. On n'a pas de travail, on est là, on fait rien dans le quartier et tout, et on contribue en fait à cette dégradation-là. Pourquoi ne pas s'engager C'est ça. dans une école pour enseigner? Peut-être que la personne va finir par découvrir l'enseignement, là, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est ça et honnêtement, c'est un métier assez noble. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup citer à mon frère. Il est dans l'armée et tout, mais il aime tellement genre, c'est quelqu'un qui est ingénieur. Il est ingénieur en mécanique électronique et Mmh. son petit temps libre qu'il a, il le passe à enseigner dans son quartier, en fait. Il fait des cours de maison aux enfants, like gratuitement. Il les invite, genre, il veut vraiment qu'ils étudient. Il les a vus, tout le temps, ils sont en train de jouer au foot, ils étudient jamais, leur maman souvent vient se plaindre et il a tellement cet amour du savoir et il veut tellement le transmettre qu'il les appelle des fois, ils viennent, je fais juste des cours de maison, il essaie de relever un peu leur niveau et donc si chaque Nigérien vraiment qui a ne serait-ce qu'un peu de connaissance faisait ça avec un enfant proche de lui ou même éloigné, ça va beaucoup aider en fait la communauté. Ça va faire que le taux de délinquance va un peu chuter. Je pense que avant d'arriver là-bas, je pense il y a un travail à faire au niveau de vraiment, côté mentalité que tu as évoqué. Je pense Ouais, que le premier travail à faire, c'est là-bas parce que c'est souvent lié à notre mentalité. On pense que voilà, parce qu'on est ingénieur, on a une licence.
on a en réalité tout. Il faut qu'on travaille la mentalité et puis, par la suite, peut-être que chacun puisse faire, même si c'est, une graine qu'il sème, si on collecte ça, on rassemble, ça donne, vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Avant de venir au Maroc, tu as fait hem, le pays et pour ceux qui ne savent pas, quand tu étais arrivé ici au Maroc, des gens qui disaient que: «Ah, la première du Niger, elle est venue ici au Maroc, pourquoi on a envoyé la première du Niger ici au Maroc?» Est-ce que toi, tu étais peut-être, je sais pas, déçu du fait qu'on t'a orienté au Maroc ou comment est-ce que tu avais ton orientation? Honnêtement, j'étais un peu déçue au début. Ah, vu que j'étais en 5e, j'étais là dans ma tête, je veux partir à Harvard. Harvard, je parlais tellement de Harvard qu'on me surnommait Harvard dans le quartier et tout. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais très tôt. Je parlais plus ou moins anglais même quand j'étais en terminale et tout. J'étais Mmh. vraiment assez fluente et je me rappelle, je disais à mon papa: «Non, moi je veux partir aux États-Unis pour étudier» et mon papa, il était là en mode: «Non, faut étudier pour avoir ça et tout». Donc j'ai vraiment plus ou moins étudié pour être la première du Niger. Et à ma grande surprise, malheureusement, même pour la bourse du Maroc, et heureusement que j'avais postulé, c'était moi-même, j'ai fait l'initiative en fait. L'État n'accompagne pas tellement les premiers du Niger. Mais on avait un cas, un ami de mon grand frère qui avait subi la même chose. Il était parmi les premiers, il n'a pas été orienté et tout et tout. Donc moi, dès que j'étais la première, mon grand frère m'a dit: «Non, il faut postuler pour les bourses parce que l'État, généralement, ils font rien». Donc j'ai postulé pour les bourses, j'ai été orientée au Maroc. J'étais un peu déçue, honnêtement, je veux pas mentir. J'étais un Mmh. peu déçue, j'ai passé presque la première année un peu déçue, je voyais pas là où m'amener l'excellence, en fait. Pour moi, tu es excellente, tu es comme les autres, donc à quoi Donc bon chercher à exceller? mmh J'avais passé vraiment la première année un peu dans cet état d'esprit, mais heureusement, je me suis ressaisie après. Après ça a un peu marché, je me suis ressaisie et honnêtement, j'aime bien l'expérience parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris surtout que des fois, tu fais tous les efforts du monde, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Et c'est pas un problème, en fait. Ça veut pas dire que la chose ne t'est pas destinée. Il faut juste peut-être redoubler d'efforts et peut-être c'est juste pas ton temps, en fait. Ça va venir après. Intéressant en tout au niveau du Maroc, donc quel a été le plus gros choc culturel que tu as eu? Et durant ton adaptation, par exemple, au Maroc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que fille étrangère au Maroc? Donc Un peu la fraîcheur. Il y avait le côté vraiment barrière de la langue. Moi, mmh, j'étais à Étoile, comme vous. Donc, Tétouan, la ville, les gens ne parlent pas tellement français. C'était un peu difficile pour nous. On avait quelques profs qui expliquaient le cours carrément en Darija. Darija, c'est la langue des Marocains. Mais vraiment, on a juste essayé de keep up, quoi, comme on dit. D'essayer d'étudier quand même à notre propre rythme. Donc, la première année, c'était difficile pour nous parce que non seulement on partait à l'école pour mmh, la présence, mais aussi on étudiait le même cours à la maison presque 2 fois même parce qu'on n'a rien compris de la classe, en fait. Le prof a carrément expliqué en chinois et qu'on comprend pas le chinois. Donc ouais. c'était vraiment l'un des chocs le plus que j'ai eu et le problème de la langue, c'est que ça a continué, en fait, pendant tous les 5 ans. Toutes les années là, il y avait eu le problème de la langue, même pendant les stages, c'était un problème qui était revenu plusieurs fois. Pendant les meetings, ils parlaient un peu en arabe et c'était pas facile en fait de catch up. Comment tu peux expliquer le fait de faire 5 ans, 6 ans et toujours la personne n'arrive pas en fait à parler la langue de est-ce qu'il y a un manque d'investissement de notre part pour pouvoir parler? Parce que, quand tu arrives dans un pays, la première chose je pense que tu devrais faire, c'est de pouvoir vraiment intégrer en termes de langue. Ça crée en fait un déséquilibre entre les subsahariens et les gens qui sont, les Marocains par exemple qui parlent en Darija. Parce que si le prof il explique des parties qui sont importantes en Darija, toi tu dois encore faire 10 fois plus d'efforts pour Faut pouvoir comprendre. comprendre la partie où il a expliqué en Darija. Je dirais qu'il y a le côté là aussi, le manque d'effort de notre part. Par exemple, nous, notre école, elle faisait même des cours pour apprendre le dirigeant. Et c'était gratuit. Mmh. On partait pas. On était trop fâchés. On partait pas. Ils étaient là. Bon, ils essayaient un peu de nous aider. Vraiment, on était un peu réticents, honnêtement. Moi, de ma part, vraiment, je pense que c'est parce que je voulais même pas.
Je voulais vraiment pas apprendre. Pour moi, je voyais pas l'utilité de ça, en fait. C'est un peu ça qui a fait que j'ai même pas fait l'effort Mmh. d'apprendre. J'assistais pas à leurs cours et même les petits mots que j'ai appris, je voulais les oublier. Mais est-ce que tu as regretté le fait de ne pas avoir appris peut-être, le Darija un peu dans ton parcours au Maroc? Honnêtement, j'ai regretté parce que les langues, c'est toujours important, en fait. C'est vraiment important d'avoir une langue en plus. Et c'est un petit regret, je dirais, que j'ai. C'est pas un gros regret, mais vraiment, j'ai un peu regretté l mon attitude par rapport à ça, en fait. C'était plus un bloc puisque je m'étais mise dans ma tête, moi-même, Mmh. je voulais vraiment pas apprendre. C'est pour ça que j'ai pas appris. Alors que je suis très bien avec les langues, j'apprends facilement les langues, mais je sais pas, j'ai juste pas eu envie, en fait, d'apprendre. C'est OK. mais ça aide beaucoup, honnêtement. Surtout mes amis, j'ai vu qui font la médecine, eux, elles sont honnêtement obligées même d'apprendre le derija parce que les patients, il faut leur parler et la plupart ne parlent pas français, donc. Moi, j'ai un ami qui a fait l'internat, donc il avait Mmh. fait la médecine, donc la pharmacie autant pour moi, donc il était obligé d'apprendre le Darija parce que quand il fait les gardes, les gens avec qui il parle quand il était parti pour son stage, il Ouais. parlait en Darija. Donc, c'est là-bas, lui, il avait appris à parler Darija parce qu'il était contraint de parler en Darija. La contrainte qu'il avait obligé, en fait, à parler, mais c'est très important Surtout de pour là. l'adaptation, en fait. L'adaptation, c'est super important d'apprendre la langue locale. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont des préjugés, par exemple, pour les métiers, je reviens toujours par rapport à cette question-là, des travaux qui sont faits, en fait, pour des femmes ou bien pour des hommes. Toi qui es ingénieur en mécatronique, est-ce que tu as eu des préjugés par rapport à toi, une femme, qu'est-ce que tu fais dans la mécatronique et est-ce que tu as eu une situation comme ça et comment est-ce que tu as réagi à cela? Bon, préjugés, honnêtement, on rencontre ça presque tous les jours. Surtout quand tu te présentes et que tu dis: «Ah, je suis ingénieur» et tout, on te regarde en mode: «Est-ce que tu sais même c'est quoi ingénieur, en fait?» Genre, tu sais même pas ce que tu dis. Surtout au Niger, ça se passe beaucoup. Au Maroc, je dirais qu'il y avait pas eu de préjugés parce qu'ils ont déjà cet état d'esprit qu'il y a beaucoup d'ingénieurs femmes. Mais au Niger, il y avait eu plusieurs situations, honnêtement, où on te regardait bizarrement et on va te demander des questions. Pourquoi tu as fait? Où est-ce que tu as eu la force même de faire ça? Comment est-ce que tu comprends? Des questions vraiment très mal placées Mhm. qui malheureusement font partie de comment nous on réfléchit, je vais dire. Et honnêtement, moi, j'ai toujours répondu que c'est un métier, en fait. Si j'avais pas la capacité à faire ça, j'allais pas être là où je suis. Un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui achète son diplôme, on va dire. Tu étudies pour avoir le diplôme et tout. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on va se limiter en termes de non, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Étant donné même que moi, j'ai grandi dans un environnement où femmes, hommes, c'était la même chose. Nos parents nous traitaient de la même façon. On est 4 enfants, il y a 2 garçons, 2 femmes et on était pareils, en fait. Chacun pouvait faire ce qu'il veut. Donc moi, dès le bas âge, on m'a déjà inculqué le fait que ce que je veux faire là, je peux le faire. Donc pour moi, c'était ça, en fait. Il y avait rien d'autre. Donc je me laissais surtout pas décourager. Donc si on me dit: «Non, c'est pas pour toi», je dis: «Si, c'est pour moi». En fait, ce genre de choses, est-ce que selon toi, ça contribue par exemple au fait que on remarque que chez nous, la plupart des filles, elles veulent partir en A, elles veulent partir, ne pas faire des séries scientifiques. Et souvent même, on encourage à ce que les filles prennent l'initiative de faire des filières scientifiques. Parce que par exemple, il y a un endroit où je vois des gens dire que, OK, et ils veulent pas à ce que, par exemple, les hommes fassent des consultations. Mais le problème qui se pose, c'est que on n'a pas des femmes qui sont Un médecin. compétentes médecins dans le domaine, par exemple. Il n'y a pas assez. Pas qu'il y a pas, mais il y en a pas assez. Ce qui fait que, voilà, on est obligé d'avoir des hommes qui vont faire des consultations et tout. Donc, est-ce que ce sont, selon toi, ces préjugés-là, ou bien qui poussent les jeunes filles à ne pas vraiment à entreprendre dans le domaine scientifique? Honnêtement, il y a les préjugés là, surtout qu'on met genre on les expose aux enfants dès vraiment le bas âge. Surtout quand les parents eux-mêmes ne soutiennent pas l'enfant. Ils viennent, ils disent: «Non, toi tu es une fille, il faut partir faire
quelque chose de littéraire, quelque chose qui va te permettre de travailler à la maison, ou bien quelque chose où tu vas pas soulever quelque chose de lourd. Alors que les ingénieurs, on n'a pas compris en fait, c'est quoi le métier d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est pas un technicien. C'est ça, eux, ils comprennent pas. Dès là, ils disent aux filles, non, partez en A, partez en A, partez en A, ou bien ils disent partez en D pour faire la médecine. Et la médecine, ils veulent que les femmes font ça. C'est à cause de ce que vous avez dit par rapport au, par exemple, aux gynécologues. Les hommes, comme ils veulent pas que leurs femmes consultent des hommes gynécologues, maintenant ils ont cette petite mentalité. Bon, vous pouvez faire les sciences, mais faites juste, juste la médecine pour devenir gynécologue et non ce que vous voulez. Dans toute société, on aime dicter à la femme, en fait, ce qu'elle doit faire. Malheureusement, souvent, les hommes, honnêtement, moi, je trouve que eux-mêmes, des fois, ils empathisent parce qu'il y a des hommes qui veulent être littéraires. Mais quand tu pars en A, on te dit que tu es une femme. Malheureusement, Te dis que tu es une femme, donc tu es obligé de rester en C ou en D, même si tu n'as pas les capacités. même si tu comprends pas et que tu veux pas faire. Donc moi, honnêtement, je crois au fait que la personne choisit elle-même ce qu'elle veut faire. Certes, les capacités, on les développe quand on est jeune. Mhm. Être littéraire, être scientifique, c'est vraiment des choses qui s'apprennent. L'intellect, c'est pas quelque chose que tu nais avec, tu apprends. Donc, dès là, on essaie un peu d'éparpiller les gens et on essaie de faire des choix pour eux. Il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui font le choix pour leurs enfants. Il y a beaucoup de mes amis, ils voulaient pas faire médecine. C'est leurs parents, littéralement, qui les ont envoyés vers la médecine. Il y en a qui veulent vraiment pas faire la série A, mais c'est les parents qui ont dit faites la série A. Donc, c'est vraiment ce choix-là qu'on fait aux gens qui impacte souvent la vie des gens. Et c'est ça qui fait qu'on a un grand déficit. Il y a même pas d'égalité, en fait. Niveau combien de femmes on a dans les sciences et combien d'hommes on a dans les sciences au Niger. C'est vraiment pas à comparer. Mais moi, j'ai une pensée par rapport à ça, c'est que, en fait, les jeunes déjà, ils n'ont pas la capacité de, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de savoir qu'est-ce qu'il veut, comme toi, tu as eu la capacité, par exemple, de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Et depuis ton bas âge, tu sais exactement, voilà, tu as un rêve, comme on dit, if you can dream it, you can do it. Moi, je vais aller à Harvard, je vais aller à Harvard, mais c'est un rêve que tu as. Et petit à petit, tu es en train de voir que ce rêve-là, en réalité, ça peut devenir une réalité, tu vois. Mais il y a très peu de gens aujourd'hui, je pense, chez nous, qui rêvent vraiment de faire des choses du plus haut. Grandiose. Les gens rêvent tellement bas, selon toi, parce que les gens, ils ont cette capacité-là de rêver. Peut-être moi, je vais juste aller, c'est Mhm. pas, une région de chez moi, dans l'élite de l'élite. Ouais. Bon, le Nigérien, des fois, je sais pas, on a cette mentalité où on pense négatif, like all the time, tout le temps. Nous, c'est forcément le malheur qui va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on se permet même pas de rêver vraiment à des choses grandioses. On ne peut pas se permettre de rêver à certaines choses, à partir dans les grandes universités ou bien partir à la NASA ou bien des trucs du genre. Et c'est ça, c'est gratuit. Donc, honnêtement, on a la capacité intellectuelle à faire ça. Souvent, je dirais ce qu'on n'a pas, c'est vraiment le mentorat, là, le mentorship. On n'a pas quelqu'un pour nous mentorer pour arriver là-bas. Ça, c'est vraiment l'un des problèmes qu'on a. Et aussi, on n'a pas le concept là de quand vous êtes jeune, les gens qui viennent, par exemple, quelqu'un qui a fait 10 ans dans le secteur, c'est pas de l'énergie renouvelable, qui va venir vous expliquer, ah, voilà mon métier, voilà ce que je fais, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez faire, faites ça, faites ça, faites ça. On n'a pas ce choix-là, souvent. Aussi, situation, faut qu'on désespère un peu, on va dire. Chaque année, je vois des posts sur Facebook. Ah, je suis première du Niger ou bien premier du Niger, j'ai rien reçu de l'État. Les postes comme ça, maintenant, c'est chaque année. Chaque année, on les voit. C'est une réalité, malheureusement. Mais je pense pas que quelqu'un puisse définir, en fait, nos rêves. On doit vraiment se fixer des objectifs. Dans la vie, moi, je me dis, peu importe ce que les gens font contre toi, si tu es destiné à avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Donc, il faut déjà oser rêver et aussi, il faut se donner les moyens d'avoir ce rêve. Par exemple, quelqu'un dit, je veux partir aux États-Unis pour étudier. Au moins, l'une des barrières qu'on sait qu'on a tous, tant que Nigériens, c'est la langue. Là-bas, ils parlent anglais, nous, on parle français. Moi, je commence à apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, commence à faire des recherches, contacte des gens,
et essaie de faire, de créer tous les trucs qui vont te permettre d'arriver là où tu veux arriver. C'est c'est vraiment dommage, hein, dommage. On a beaucoup de problèmes d'orientation. Pense sur quoi faire que sur quoi viser vraiment, côté orientation. OK, super. Et donc je vais revenir au côté, en fait, ton intégration au pays parce que moi, bon, heu, on va finir un jour par retourner chez nous, même si On on est l'espère, hein. aujourd'hui même si on est aujourd'hui quelque part, Mmh. heu on espère un jour retourner au pays, donc on reste quand même, lié toujours à au pays. Il y a pas mieux que chez soi. Par rapport à ton intégration, comment est-ce que tu t'es prise? Vraiment, tu as commencé à expliquer un peu comment tu as eu les opportunités. J'aimerais avoir ton opinion par rapport aux gens qui disent qu'il faut certainement avoir le pack, il faut qu'on dise que tu viens d'un tel pour pouvoir avoir quelque chose au pays. Le PAC, c'est parents, amis, connaissances, n'est-ce pas? Ouais. Honnêtement, je dirais pas que le pack est important, mais comme j'ai dit, c'est le networking qui est important. C'est le réseautage, en fait. Faut se créer un réseau des gens qui ont le même mindset que vous-même. Par exemple, moi, comme j'avais expliqué aux Britanniques, c'était quelqu'un qui m'a recommandé. Et la personne là, je l'ai rencontré dans un projet. C'est là où il a vu mes skills, il a vu que vraiment j'étais quelqu'un d'assez compétent et que Mmh. je pouvais apporter quelque chose au projet. C'est pour ça qu'il m'a recommandé. C'est pas parce que on n'est même pas amis, parce que je me rappelle le jour où il m'a contacté, il a pris mon numéro avec quelqu'un d'autre pour m'écrire et tout. Pour me dire, voilà, il y a un projet de ce genre et tout. Donc, il faut vraiment chercher le réseau. Il faut s'entourer, en fait. Quand il y a des conférences, il faut assister. Tu sais jamais qui tu peux rencontrer, en fait. Donc, c'est vraiment important de partir se créer un petit réseau. J'ai une petite histoire là que j'aime beaucoup raconter. J'étais partie une fois à une sortie otaku. Je sais pas si vous connaissez otaku, c'est genre les gens qui regardent manga. Ouais, 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 je C'était un truc vraiment juste pour s'amuser. J'étais partie, j'ai rencontré un gars là-bas et on avait discuté, je lui disais que j'ai fait la mécatronique, robotique et consorts. Il me dit: «Bon, ils ont une activité de venir comme ça et tout, présenter peut-être 2 petits robots et tout». J'ai dit: «D'accord, y a pas de souci». J'étais partie à la conférence, j'avais amené mes petits robots, je montrais aux enfants, c'était une conférence pour les enfants. Je montrais aux enfants comment allumer une lampe et je leur expliquais un peu ce que je faisais, la robotique et tout. Et là, il y a eu une dame qui est venue pour me dire: «Ah, elle aime beaucoup voir les femmes en sciences et tout». Donc elle m'a donné sa carte. C'est une chargée de projet, elle m'a donné sa carte. Elle dit: «Il y a un projet qu'ils veulent lancer et Mmh. ça serait intéressant de m'avoir dans l'équipe et tout». Elle m'a donné la carte. On a postulé au projet et tout, on a été retenus et jusqu'à présent, il y a un ami à moi qui est resté au Niger. Jusqu'à présent, il est en train de continuer à faire le projet avec eux. Toi, tu as arrêté le projet? On a travaillé, on a fait la première phase. Maintenant la deuxième phase, ça j'avais laissé pour, le reste. Il va finaliser plus ou moins le projet. Honnêtement, hein, on sait pas là où on va rencontrer les personnes. Imaginez, moi, je suis partie à une sortie juste pour prendre l'air. Je me suis retrouvée avec un contrat avec une ONG sur un projet qui est assez grandiose, honnêtement. On a impacté beaucoup de jeunes à travers ce projet et on continue même d'impacter les gens. OK. C'est un peu ça. Il faut sortir de sa zone de confort, partir, parler aux gens, exposer en fait nos qualités pour que les gens nous voient et qu'ils, puissent même nous recommander quelque part d'autre. Ouais, il y a des gens qui pensent que, les skills seulement, ils suffisent, hein. Moi, Oui. je suis compétent, je on peut me recruter à cause de mes compétences. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont recrutés parce qu'ils savent simplement vendre ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont plus compétents qu'eux, mais parce qu'ils savent vendre ce qu'ils ont, Mmh, ils ont trouvé des opportunités. Et il y a des gens qui sont sortis simplement pour aller là où les opportunités se trouvent. Parce que bon, il y a pas de chance, hein. La chance, c'est juste, lorsque la on prépa peut ouais, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a la chance. C'est ça en fait. Donc en fait, moi, j'ai une question particulièrement ou bien on va enchaîner avec, ce que tu as poursuivi aujourd'hui. C'est-à-dire que la poursuite de tes études au niveau de l'Angleterre avec la bourse, Chevening. Pourquoi est-ce que tu as choisi de continuer tes études malgré que voilà, tu es une femme, mmh tu es ingénieure et tu es dans notre société, d'habitude, on se dit que non, elle veut étudier pendant combien d'années? Elle est déjà ingénieure. Pourquoi est-ce mh. que qu'est-ce que tu dis à ces gens-là ou bien pourquoi aussi
est-ce que tu as choisi de continuer tes études? Bon, honnêtement, j'avais décidé de continuer mes études, c'est à cause même de Chevening, parce que j'avais postulé pour Chevening, donc c'est ça qui a fait que j'ai cherché un master et tout. Et la bourse Chevening, c'était ma sœur qui m'a envoyé ça. Elle a vu ça sur Niger Emploi, je crois. Et elle dit, ah, on dit, il faut parler anglais. Comme tu parles anglais, vas-y, postule et tout et tout. Donc moi, j'ai Mmh. déjà le côté soutien là de ma famille, honnêtement. J'avais postulé, on m'a prise, j'ai postulé pour un master. Je fais un master ici en ingénierie humanitaire. Donc, je me suis dit, si je vais continuer mes études, j'aimerais faire vraiment quelque chose qui me plaît. Et moi, j'aime beaucoup l'ingénierie et aussi j'aime beaucoup le social. Donc, pourquoi ne pas chercher un master qui va me permettre de jumeler les deux. Donc, j'avais postulé pour le master là et c'est pour ça que je suis venue ici pour continuer mes études. J'ai pas eu tellement de blocus, honnêtement. Surtout côté famille, les gens, ils sont vraiment pour. Moi, mon papa, il s'attend même à ce que je fasse un doctorat après ça. Donc, j'ai pas tellement de Ouais. blocus par rapport à ça. Mmh. Aussi, moi, je pense qu'on finit jamais d'apprendre. Ici, à travers Chevening, il y a des gens qui ont 50 ans, hein, qui étudient, qui sont venus avec moi cette année pour faire leur master. Du 50 ans. Niger? Non, pas du Niger, pas du Niger. Du OK. Niger, on a presque tous 20 et quelques, 30 ans et quelques. Mais vraiment, d'autres nationalités. Et c'est une mentalité qu'on devrait avoir aussi. L'enseignement ou bien l'éducation, ça n'a pas d'âge, en fait. Si tu veux vraiment progresser dans ta carrière ou bien changer de direction dans ta carrière, c'est toujours intéressant de faire un second master ou un troisième master ou un cinquième master. Yeah, tout Heu, à fait, tout à fait. Donc, selon toi, comment on appelle ça? C'est-à-dire que les gens, en fait, ils doivent vraiment chercher ces opportunités-là. Est-ce que, heu, cette bourse-là, c'est mmh tout simplement pour toi le fait que tu sais déjà parler en anglais qui a fait en sorte que voilà, ça a augmenté, en quelque sorte, le fait qu'on t'a retenu, si je peux le dire comme ça, ou bien, bah, ils ont vu le potentiel déjà côté ingénierie et côté humanitaire comme tu mmh. donnes déjà des cours, c'est, de l'humanitaire en quelque sorte, parce que tu interagis avec des gens quand même. L'anglais, c'est un des critères. Déjà pour la bourse, c'est on ne demande même pas de test anglais. Donc Mmh. c'est vraiment un critère qui est là. C'est vrai, il faut avoir la langue parce que tu peux pas venir étudier en anglais sans parler anglais. Mais c'est plus le côté leadership que j'avais. Déjà, moi, j'ai un parcours, honnêtement, même quand j'étais ingénieure, j'étais beaucoup dans le social. Je faisais beaucoup d'activités parascolaires. Je Mmh. travaillais, quand j'étais même étudiante, je travaillais en ligne pour une compagnie au Niger. Donc, j'avais déjà cet esprit-là où j'essayais d'avoir un impact, en fait. Moi, mes études, c'est pas juste étudier, avoir le diplôme. C'est plus à quoi ça va me servir après et comment est-ce que je vais avoir un impact sur la société et tout. Donc, il y avait ce mélange de tout. J'avais déjà le côté ingénieur, j'avais le côté social et j'ai une plutôt bonne vision, on va dire, de ce que je vais faire, de comment je vais impacter la communauté. À cela s'ajoute le fait que je peux m'exprimer en anglais, donc je peux réussir mes études ici. Parce que l'anglais, en vrai, c'est à ça que ça sert. C'est vraiment le fait que ça te permette de réussir tes études ici, parce qu'on veut que tu viennes étudier. Chevening, c'est une bourse qui veut que tu viennes étudier ici et que tu retournes dans ton pays pour servir ton pays, en fait. Donc c'est la condition, il faut que la personne puisse revenir au pays après les Et études. il faut Ah, une condition de 2 ans. 2 années, tu dois revenir au pays et faire ce que tu veux. Faire vraiment dans la société. Parce qu'on a déjà, dans le processus de sélection, il y a beaucoup de dissertations qu'on écrit, où tu décris comment tu veux impacter les gens, les projets que tu aimerais faire et tout, et comment Chevening peut t'aider à réaliser ça. Parce qu'il y a un grand network autour de Chevening. On a beaucoup de présidents même, présidents de certains pays, dans les Cheveners. Je pense qu'on a récemment fêté notre 43e anniversaire. Donc, il y a beaucoup de promotions. Il y a des présidents d'autres pays, il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Donc, c'est vraiment ce milieu-là qui t'aide à un peu t'élever, qui t'aide à avoir des opportunités. Donc, c'est c'est quand même assez intéressant.
OK, super. Et Mmh. tu as parlé de du parti, processus. Donc c'est la prochaine question que je voulais te poser. Pour OK. quelqu'un aujourd'hui qui aimerait postuler à cette bourse-là, c'est quoi les critères? C'est quoi le processus, en fait, de manière vraiment très détaillée? C'est quoi le processus pour pouvoir postuler? Et quelles sont les conditions pour pouvoir postuler, en fait, à cette bourse-là? Les conditions, éligibilité, Chevening est ouverte pour, environ 150-160 pays. Mmh. Notamment, presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont concernés. Le Maroc est également concerné. Il y a beaucoup de pays quand même qui sont concernés. Je pense presque tous les pays de l'Afrique, on peut dire, sont concernés par la bourse. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est d'avoir une expérience de travail d'au moins 2 ans. Après et l'expérience de travail, ça compte avec on peut compter les stages, les activités parascolaires, les trucs de part-time. En fait, même le métier que tu fais là, ou bien l'expérience que tu fais, ça n'a même pas à être lié à ton diplôme ou bien à ton domaine. Par exemple, moi, j'ai cité beaucoup d'expériences où on partait, on aidait les enfants avec les cours là que j'avais dit, j'avais cité beaucoup de ce genre de choses. Je pense la dernière, je pense que c'est tous les critères, hein. Critères liés à l'âge, Non, c'est il y a pas l'âge. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont 50 ans et qui font du il y a pas de mmh, critère lié à l'âge. Il y a vraiment pas donc de critère lié à l'âge. co C'est juste et être un leader, bien sûr. Ça, c'est très important et pouvoir démontrer déjà ce qu'on a fait et pouvoir, se défendre. Maintenant, après les critères, il y a le processus, c'est sur environ une année, on va dire. Ça ouvre en août chaque année mmh, et ça clôture en novembre, généralement novembre-octobre. Il y a la clôture. Ça, c'est pour la soumission du dossier. Dans le dossier, notamment, on soumet juste un formulaire qu'on remplit et on a 4 questions auxquelles on doit répondre. Les questions là, on parle de leadership, on parle de networking, comment est-ce que tu te crées un réseau. Il y a la partie où quel cours tu veux faire ici au UK et pourquoi tu veux le faire. Et le dernier essai, c'est par rapport au projet. Par exemple, quand tu finis tes études, quand tu vas retourner dans ton pays, qu'est-ce que tu vas faire? Et comment est-ce que le diplôme là que tu viens chercher va t'aider à faire ça? Donc ça, c'est la première phase. On soumet le dossier octobre-novembre. mmh. Ils font une présélection et généralement, les gens, la période là où on fait la présélection, les gens postulent aux universités. Maintenant, je pense ils font sortir la première lettre d'admission, on va dire, en février. En février, ils font sortir des annonces où on t'invite pour une interview. Maintenant, l'interview se passe entre, je pense, avril et mai, dans les 2 mois là. Tu choisis juste une date, tu pars, tu passes ton entretien. C'est assez chill, honnêtement. Moi, j'avais fait mon entretien à Niamey. Il y avait 3 personnes. Elles m'ont posé beaucoup de questions. C'était 3 femmes. Oui, pour moi, c'était en présentiel, mais je pense qu'il y a quelques-uns qui ont eu ça à distance. Ceux qui pouvaient pas se déplacer, ils l'ont fait à distance. Donc on a juste discuté, en fait, c'était plus une discussion. On a discuté, elles m'ont posé des questions pour avoir plus d'éclaircissement par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je veux faire et si aussi si je veux changer, en fait, le cours que j'aimerais faire. C'était un peu ça, ça s'était passé en avril pour moi et en juin, ils font la sélection finale. En juin, on a reçu le mail congratulations et tout, donc c'était un peu ça. Pratiquement, le processus, c'est une année. Donc, on a des dissertations à écrire, on a un entretien à passer, donc c'est un peu ça. OK, super. Et donc, je vais juste enchaîner par rapport à quand on a annoncé ou bien ils ont sorti les résultats et qu'ils Mmh. t'ont envoyé, je sais pas si c'est par mail ou bien c'est par quoi ils vous ont Mais informé. mmh Donc, tu as reçu le mail, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? C'est quoi, en fait, l'expression d'avoir reçu ce mail-là? Bon, honnêtement, dans un premier temps, c'était plus un soulagement parce que le processus d'une année, c'est super stressant. Chaque Mmh. jour, tu te lèves, tu actualises ton mail. Chaque jour, tu actualises ton mail. C'était super stressant, mais honnêtement, j'étais super contente. Le jour-là, j'étais même à Maradi. J'étais partie pour mon cours là à Maradi. J'ai C'était juste avant que je parte même à l'école. C'était vers les 14 heures, je crois. J'avais cours à 15 heures
Et le cours là, en fait, j'étais juste là en train de sourire. Les gens, ils parlaient, même moi, honnêtement, je les entendais même pas parce que j'étais tellement contente. J'étais juste là en train de sourire et tout et j'étais assez Mmh. contente, honnêtement. J'étais contente et j'étais fière de moi donc, après on a fait une petite fête et c'était pas mal. Et super. Ah super. Aujourd'hui, si je décide, par exemple, de postuler à la bourse, Chevening, Mmh, est-ce que, par exemple, toi, comme tu as déjà fait le process, mmh, e est-ce que tu peux, par exemple, je sais pas, prochainement, peut-être ton objectif, je vais poser une question dans ce sens-là, mmh sur le projet que tu as en retournant au pays, mais l'objectif pour toi aujourd'hui, tu as atteint, tu as réussi d'avoir cette bourse-là. Mais en quittant, peut-être tu as pour objectif de faire intégrer d'autres Nigériens. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux, heu, comme être, un mentor pour eux, quoi, tu vois? mh. Oui, oui. Même cette année, quand j'étais venue, il y avait le processus qui avait commencé. J'avais mentoré quelques personnes, notamment en lisant leurs, dissertations. Les dissertations, au Niger, comme on n'a pas tellement l'habitude de faire, c'est pas des dissertations dans notre style de dissertation, en fait. C'est ce qu'ils appellent en anglais essai. Et les essais, c'est vraiment un truc assez personnel, on va dire. C'est vraiment personnel. C'est là où tu essaies de faire véhiculer les émotions, ou bien tu essaies vraiment de véhiculer en fait ton ambition à travers l'essai. Il faut que la personne qui lise l'essai, non seulement arrive à te connaître, mais à te comprendre aussi et à voir là où tu veux venir, ou bien là où tu veux aller. Donc, Mmh. j'avais j'avais coaché quelques personnes quand même. J'avais même coaché un de mes anciens professeurs, on va dire, un de mes anciens maîtres de maison, c'est un Béninois. Mmh. Je l'avais coaché et tout quand il a vu que j'avais été présélectionnée. Il y a vraiment pas de souci et c'est un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir même, je dirais que je peux faire ça. On veut que ça honnêtement, hein. Ici, Chevening, c'est 150 pays, 160 pays. Ils prennent chaque année environ 1 400 1 500 personnes. Au Niger, cette année, on est 6. Mmh. D'autres pays, par exemple l'Inde, ils sont 50. Le Nigeria, ils sont 40. Tombouctou, c'est combien de personnes par an? Ça varie en fait en fonction des années. Ça varie en fonction surtout de la qualité des dossiers qu'ils reçoivent. Les gens malheureusement souvent ils postulent, ils parlent pas anglais. Quand ils viennent à l'entretien c'est en anglais. J'ai oublié de le préciser. Ils n'arrivent pas à s'en sortir malheureusement et ils peuvent pas te prendre parce que tu viens étudier en anglais, tu dois parler anglais en fait. Si tu Yeah. parles pas anglais, ça sera pas facile pour toi de suivre le cours. Donc c'est un peu ça et honnêtement le Niger, je dirais c'est le fait que ça soit visible par tout le monde. Il y a des gens même qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup de côté leadership qu'ils doivent mettre un peu en avant et préparer juste un bon dossier, en fait, pour postuler. Parce que des fois, tu as les compétences, tu as tout, mais tu sais pas te vendre. Donc, on n'arrive pas à te sélectionner. Donc, Mmh. c'est quand même, c'est dans nos plans, en fait, de faire ce genre de programme où on mentor les gens à comment se préparer, comment préparer l'entretien, comment postuler pour Yeah. les écoles. Tout ça, c'est vraiment quelque chose. Même cette année, on l'a fait. Et surtout quand on sera au Niger aussi, on va encore faire encore plus même, peut-être même des visites dans les écoles et tout. Ça sera super intéressant, je pense, de l'avoir. Par rapport au fait que tu as soulevé un point sur lequel je voulais rebondir. Il y a des Mhm, gens qui pensent que le fait qu'ils, fassent ça, en fait, cette manière de leur vendre, en fait, c'est mhm. comme s'ils sont en train de se vanter. Qu'est-ce que D'accord. tu penses, en fait, par rapport à ça? C'est, la mentalité francophone ou bien comment est-ce que les anglophones, eux, ils parviennent à le faire vraiment sans gêne, en fait? En tout cas, je vais dire ce défaut au Niger, on aime être trop humble. Vraiment, on aime beaucoup être humble. On aime la modestie, je sais pas pourquoi. Mmh. Mais moi, je me rappelle quand je postulais, il y avait un ancien, Arifa, c'est un ancien chief nurse de 2023, je crois. L'une des premières choses qu'il m'a dites, c'était: «Honnêtement, vends-toi, en fait. Sois même pas modeste. Si tu as impacté une personne, faut dire que tu as impacté la personne.
En fait, faut rien cacher. N'essaie même pas de te rabaisser. Essaie juste de t'élever, en fait, et vois que tu peux être quelqu'un de grand. Et eux aussi, ils vont croire que tu vas être quelqu'un de grand. Donc, Yeah. c'est un peu ça. Et honnêtement, c'est ce qu'ils font ici, hein. Tu vois, vous allez voir, il y a des gens ici à l'université, ils font même pas les choses à moitié, en fait. Ici, même les opportunités qu'on a, c'est pour nous permettre de faire ce genre de choses. Il y a des cours où on t'apprend même à faire des pitchs. Les pitchs, c'est surtout pour te vendre, pour vendre quelque chose et tout. Donc, eux, leur mentalité ici, si tu fais quelque chose, faut prendre tout le crédit de la chose. Faut même pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Faut pas que quelqu'un Mmh. d'autre va dire il a fait ça à ta place. Non, c'est vraiment cette mentalité de reconnaître en fait ses efforts. C'est pour ça, en fait, on voit là, en fait, la plupart des solutions qui sont proposées chez nous. Quand tu prends, par exemple, l'énergie solaire, Ouais. qui a été découvert par Abdou Moumouni Mhm. et c'est d'autres qui ont pris Bien. ça, qui ont bénéficié plus de ça parce qu'aujourd'hui, on prend ça depuis le Mali. Alors que c'est à l'origine, c'est chez nous que ça a été découvert, ça a été créé. Mais voilà, ça n'a pas été valorisé, en fait. Ouais. Donc je pense que c'est aussi un point sur lequel on a vraiment du travail à se faire, Mhm. parce qu'on a du mal à vraiment à se valoriser. Non, Et c'est surtout, je pense, lié au fait que chez nous, on célèbre pas l'excellence. Malheureusement. Quand tu es excellent, on pense que non, tu as soit la grosse tête ou bien tu as quelque chose que tu penses que les autres n'ont pas. Alors que non, honnêtement, il faut savoir valoriser l'excellence. C'est comme ça que les gens vont commencer à être excellents. Si on mmh, valorise la médiocrité, les gens vont continuer à être médiocres. Et les gens ne voudront même pas être excellents. D'aller voir un groupe d'amis, peut-être on a donné les copies, quelqu'un a eu 20, quelqu'un a eu 10. Le gars qui a eu 10 va commencer à dire non, l'interrogation là même, c'était trop facile. Lui, il a eu 10, genre, c'est la plus grande note, quoi, et tout. Le gars qui a eu 20 ne va pas dire qu'il a eu 20. Il va se taire. Il va se dire, oui, oui, tu as raison, mon ami. ouais, tout à On veut pas dire qu'on est excellent, souvent. Je sais pas bien. pourquoi. En fait, j'aimerais savoir, le programme Chevening, il dure combien de temps? Et la plus grosse question, comme c'est obligatoire de revenir au pays, Mmh. c'est quoi concrètement après ton cycle? C'est quoi tes projets en revenant au pays? Et donc, le programme, pratiquement, c'est pour un master et il finance que les masters de 9 mois, voire 12 mois. Il finance pas les masters de 2 ans. Donc, il faut forcément avoir un master qui fait soit 9 mois, soit 12 mois et Ah donc, aussi heu full time. donc la bourse, c'est une bourse financière complètement tout pris? Oui, il finance tout. Il paye le voyage. On avait fait même un voyage pour avoir le visa, ils ont payé ça. Ils payent les tests de tuberculose. Ils payent presque tout, honnêtement. Chaque mois, on a une somme qu'ils donnent. Et honnêtement, ça permet de couvrir les frais pour vivre ici. Et au retour aussi, ils vont nous payer le retour pour retourner au pays. La bourse, vraiment, elle couvre tout. C'est une bourse assez généreuse, honnêtement, je dirais. Et il couvre tout. Les gens n'ont rien à payer, honnêtement. Les gens n'ont Mmh, rien à payer. Et surtout, ils payent les masters, comme j'ai dit, de 9 à 12 mois, full time. Il faut que tu mmh. étudies full time. Tu peux travailler, mais juste 20 heures, je crois, la semaine. Mais Ah, maximum, tu c'est peux même oui, tu peux travailler, mais genre maximum 20 heures la semaine à cause du visa et tout. Et à part ça, je pense ils financent tous les masters, en fait. Il suffit juste d'avoir un master ici au UK. Peu importe le master que vous voulez faire. J'ai vu des gens qui sont venus faire un master en art, des gens qui font un master en sciences de, je sais pas, des plantes ou bien des animaux. Vraiment, chacun fait son master, quoi. Il suffit juste de défendre le master que tu viens faire. C'est juste ça et montrer comment tu peux impacter ta communauté avec le master là. Donc c'est un peu ça, vraiment côté domaine, il n'oblige pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas. C'est toi, tu choisis ton master, c'est toi, tu postules à une université et il finance même les grandes universités comme Oxford ou bien Cambridge. Il y a beaucoup de Cheveners cette année qui sont là-bas. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la condition pour retourner au pays, c'est une condition qui est littéralement obligatoire, on va dire.
C'est dans la bourse et tout, c'est une clause en fait de la bourse pour rentrer et honnêtement, il y en a qui regardent ça comme une limitation. C'est vraiment pas une limitation parce que quand tu rentres avec un diplôme, non seulement du UK et aussi avec le titre Chief Nurse à côté, tu as beaucoup d'autres opportunités qui s'ouvrent à toi. Par exemple, Mmh. l'ambassade de l'Angleterre te connaît déjà. Plus ou moins, ils t'ont dans leur réseau et tout. Donc, il y a beaucoup, je pense, quand ils rentrent dans leur pays, ils travaillent souvent même pour leur ambassade, ou bien ils travaillent avec des gens qui travaillent dans le même secteur, ou bien des associés quoi, de l'ambassade. Et aussi, ça ouvre beaucoup de portes, honnêtement. C'est un titre qui est assez reconnu internationalement. Donc, ça ouvre assez de portes. Et c'est un peu ça. OK. Donc, je pense que tu as laissé une partie de la question, concernant le projet dans ton projet. Étant donné que tu fais l'ingénierie humanitaire et en fait, quand tu reviens, c'est comment est-ce que tu vas concrétiser ton impact Mmh. au sein de la société? Donc moi, je fais l'ingénierie humanitaire. C'est vraiment plus axé surtout sur, l'énergie renouvelable. Donc moi, j'aimerais travailler surtout dans le secteur d'accès à l'énergie dans les zones rurales et tout. Et au Niger, on a beaucoup d'ONG qui travaillent dans le secteur-là. Donc dès maintenant, j'essaie de me préparer en fait. J'essaie de voir s'ils ont des projets qu'ils sont en train de lancer, essayer de postuler, contacter les gens, discuter avec les gens sur ce genre de projet. Et aussi l'enseignement, ça me tente toujours. J'ai peut-être pour projet de retourner encore dans l'enseignement. Jusqu'à présent, j'ai pas encore décidé ce que j'aimerais faire. J'essaie un peu d'explorer tout ce que j'aimerais faire. Comme je vais rentrer vers novembre, c'est un peu ça mon projet, en fait. Pratiquement, mon projet, c'est plus côté énergie et côté éducation. C'est les 2 que j'aimerais explorer. Donc, en fait, tout récemment, tu avais, lancé un programme d'accompagnement en anglais. Et comment est-ce que ça fonctionne pour des gens qui vont vouloir se faire coacher, par exemple, par toi, que ce soit pour la bourse, training ou bien pour apprendre vraiment l'anglais? Et Mmh. quel a été, par exemple, l'impact que l'anglais a eu pour toi? Pourquoi est-ce que les gens, c'est très important pour eux d'apprendre l'anglais? C'est une question un peu bateau. OK. Donc je vais peut-être commencer par la fin. L'anglais, honnêtement, c'est très important. C'est la langue, je dirais, la plus parlée au monde actuellement et c'est une langue qui t'ouvre beaucoup de portes. Il y a beaucoup de gens, ils sont pris pour certaines opportunités parce qu'ils parlent anglais. Yeah. Beaucoup négligent le facteur langue, en fait. Et même pas l'anglais. Honnêtement, même le français, ça t'ouvre des portes, mais surtout l'anglais, le fait que beaucoup de pays parlent anglais, ça fait que tu peux postuler à des postes, en fait, dans ces pays. Surtout si la personne veut avoir des expériences à l'international, c'est super intéressant, en fait, d'avoir l'anglais comme langue à côté. Donc, pour mon programme, c'est plus, j'avais vu l'un des challenges qu'on a au Niger. Par exemple, moi, quand j'apprenais l'anglais, c'était difficile d'avoir quelqu'un avec qui parler. J'avais mémorisé presque toutes les phrases, j'avais mémorisé tous les verbes, mais j'arrivais pas à parler parce que j'étais pas habituée. Il y a le Yeah. blocus là que non, je vais parler, j'aurai pas l'accent et tout et tout. Donc, c'est un des challenges que j'avais vu et actuellement, je suis en train de voir comment créer des mini formations de ce genre pour Mhm. aider les gens. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire un programme de speaking qui va non seulement mettre les gens dans un environnement où ils vont parler anglais, mais aussi accroître leur vocabulaire. Donc, c'est un programme qui va commencer en mars. Peut-être je vais vous envoyer le lien, vous allez mettre sur la page. C'est un Ok. programme qui va commencer en mars, ça sera 3 mois. On aura 2 séances de discussion, 1 heure dans la semaine. C'est assez intensif, donc on veut vraiment des gens qui peuvent suivre le rythme et Mhm. qui veulent aussi suivre le rythme. Donc c'est un peu ça. Il y aura pratiquement 3 mois, une amélioration vraiment conséquente du niveau. Ok. Donc, il y aura 3 mois de formation intensive. C'est 3 mois de speaking surtout. Yeah. C'est très intéressant ça. Je pense que pour des gens qui ont surtout le projet, par exemple, de postuler à la bourse, c'est l'opportunité de le faire parce Mmh, que en 3 mois, si la personne vraiment elle est sérieuse, elle oui, a ce projet-là de pouvoir postuler
et être retenu, je pense que c'est l'opportunité à saisir, quoi. C'est un investissement, on va dire et honnêtement, ça paye. OK, super. Donc on est presque à la fin, ça reste quelques questions. Comme tu as fait le système francophone et anglophone, quelle a été pour toi la plus grosse différence que tu as remarquée dans la manière d'enseigner, peut-être dans la manière même de, heu, dispenser les cours et tout? Mmh. Et dans la manière dont les étudiants, se comportent et tout. En fait, la différence que tu as constatée au niveau des 2 systèmes, quoi. Mmh, OK. Donc honnêtement ici, je dirais que les études sont un peu trop faciles. Surtout comme j'ai eu à étudier dans le système francophone. Au Maroc, on a genre cours chaque jour, souvent de 8 heures à 17 heures. Vraiment, c'était intensif. Mais ici, je peux faire une semaine sans cours, hein. Et après, j'ai une semaine cours, une semaine sans cours. En fait, il y a le côté humain là, ils considèrent qu'on est des humains, on va dire. Et c'est assez allégé, honnêtement. Ils surchargent pas, en fait. Vraiment, ils surchargent pas et surtout, ils partent vers l'essentiel. Par exemple, au Maroc, moi, j'ai étudié beaucoup de modules. Maintenant, je me rappelle même pas du module. Tellement c'est inutile, en fait, dans ma vie actuellement. Mais ici, tout ce qu'on étudie, c'est l'essentiel et c'est ça qui va te permettre de travailler dans le monde du travail, quoi. Mmh. Aussi, côté enseignement, ici, c'est vraiment orienté projet. J'ai vu, on commence à avoir ça même chez nous, mais vraiment, c'est orienté projet. Vous faites chaque module, tu dois faire un projet sur le module. Et un truc Pas de vraiment, théorie, en fait. c'est ça. On fait la théorie en classe, mais c'est la pratique, en fait. Eux, ils veulent voir comment on va appliquer ça dans le monde réel. On fait des projets, on fait des essais aussi, on peut nous demander d'écrire 3000 mots sur quelque chose pour voir si on a compris la chose. Question, on nous dit d'écrire 3000 mots. Donc, tu es obligé de faire des recherches, d'approfondir tes connaissances, en fait, sur le domaine. Et à la fin, honnêtement, c'est même pas le cours qui nous apprend quelque chose, hein. C'est plus le devoir qui nous apprend quelque chose. Que tu as tellement fait de la recherche par rapport au truc que tu connais déjà le concept, hein. Tu arrives à mieux assimiler le concept. Alors que dans le système francophone, c'est un peu axé sur la mémorisation. Mémorisation instantanée et après quelque temps, tu oublies. Il y a pas quelque chose de concret, tangible, quoi. Ah, Bien. Alors que si c'est conclu par un projet, mmh, forcément le projet, il va rester et c'est une compétence qui est beaucoup plus ancrée. Si tu devrais donner un conseil, si tu reviens en arrière, tu as la possibilité de revenir en arrière et donner un conseil à toi-même, à cette, Yagana-là qui a peut-être 18 ans, quel mmh, serait le conseil que tu te donnerais? Ça va être, un conseil aussi pour, d'autres personnes qui vont se voir à travers ce conseil-là. OK. À 18 ans. Ouais. 18 ans, je pense que j'étais en première année d'université. Oui, oui. Heu, honnêtement, c'était la période où j'étais un peu découragée, j'étais là, je voyais pas l'importance de l'excellence et tout. Je me disais: «Bon, je suis excellente, je suis pas excellente, de toute façon, je vais avoir ce qu'on va vouloir me donner». Mmh. Donc, je dirais honnêtement, c'est un conseil que j'ai eu après, genre quand j'ai eu genre un peu quelques années après, mais honnêtement, c'est de ne pas prendre les trucs trop personnellement, de ne Mmh. pas trop prendre les trucs à cœur, en fait. Faut savoir que quand tu as un objectif, même s'il y a certaines choses qui te bloquent, de ne pas juste se fixer, en fait, sur les choses là qui nous bloquent, de continuer à avancer. Peu importe ce que notre entourage va faire, ce qui est sûr, ce qui nous est destiné va nous être destiné. Donc, c'est vraiment de continuer à chercher l'excellence. L'excellence, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut nous prendre. Donc, faut forcément toujours exceller. Faut jamais essayer même d'être dans la moyenne, en fait. La moyenne, c'est vraiment pas, ça permet pas d'être quelqu'un, en fait. Ça te permet pas, non seulement même toi-même de grandir, mais aussi de faire grandir les gens autour de toi. Visons plus ou moins l'excellence. Donc, à toutes les filles et jeunes filles qui vont nous suivre, c'est de viser l'excellence et vraiment de Viser penser. Ouais, viser l'excellence, ne pas
écouter tellement. Aussi, côté vraiment feedback, je dirais que la société change un peu d'état d'esprit aussi, qu'on n'ait pas les préjugés là juste en tête. Par exemple, les filles qui veulent partir en sciences, de ne pas juste s'accrocher à ça et de dire non, tu peux pas faire, tu peux faire. Parce que c'est quelque chose qui travaille en fait. Moi, honnêtement, l'une des choses, je dirais, qui m'a permis de réussir dans ce que je fais, c'est parce que j'avais le soutien de ma famille. Ma famille était vraiment très ouverte d'esprit. Il n'avait aucun stéréotype qu'on nous disait. On nous disait jamais même les stéréotypes là. Mmh. On nous disait tout le temps, si tu veux faire quelque chose, juste travaille dur. Cherche à être excellent et tu vas avoir ce que tu peux avoir. Donc, c'est un peu ça. Super. En tout cas, ce fut un plaisir, Yagana, Partager. de partager, cette discussion-là avec toi pour échanger sur ton parcours. Je pense que beaucoup de gens vont trouver beaucoup de valeur. En tout cas, même moi, j'ai appris beaucoup de choses concernant même la bourse et pas mal de choses. Et je pense que c'est beaucoup de valeurs que tu as partagées. Donc, on te souhaite beaucoup de courage pour, la suite de ton parcours. Et voilà, on va te souhaiter que de continuer à exceller et voilà, pour inspirer beaucoup d'autres jeunes filles. Je pense que dans notre société, on en a énormément besoin. Donc, merci beaucoup d'avoir, répondu à mon invitation. Ouais, c'était un plaisir, je dirais, de discuter avec vous et honnêtement, moi-même, ça m'a rappelé certaines périodes de ma vie que j'avais un peu oubliées. Donc, Bien, c'est toujours un plaisir et s'il y a des gens qui veulent me contacter, qu'ils n'hésitent surtout pas sur LinkedIn ou bien même sur les autres réseaux, Instagram, Facebook. J'essaie de répondre du mieux que je peux et honnêtement, je dirais que si on arrive là où on est, c'est aussi comme c'est pas une sorte de amana qu'on nous donne, quoi. On est là où on est, c'est vraiment d'essayer aussi de faire venir le maximum de gens là où on est. On bien, essaie de faciliter le processus pour les gens, donc s'il y a des gens qui veulent postuler pour Chevening, pour d'autres opportunités, il y a vraiment pas de souci. Il faut juste m'écrire et je ferai mon possible. bien. Donc, on va partager le lien de l'accompagnement aussi et des ressources que si tu as d'autres ressources sur le training et tout, tu peux le partager avec moi et je vais les partager en dessus de la vidéo pour les gens qui seront intéressés donc, par cela. Merci beaucoup et excellente soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne Mmh. soirée aussi. Salam alaikum.